Bonjour, dans cette deuxième petite leçon sur la planète Mars, nous allons essayer de comprendre comment ça marche, un rover, sur une autre planète comme Mars, avec l'exemple du rover Curiosity que vous avez sous les yeux. La première question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les analyses faites par le rover? Pour ça, il faut commencer par la Terre, c'est-à-dire que sur Terre, on analyse des roches en allant les échantillonner sur le terrain avec un marteau de géologue. Puis ces roches sont envoyées en préparation dans un laboratoire, elles sont polies, transformées en la mince, analysées sous des microscopes et différents instruments pour reconstruire l'histoire géologique de la région ou même de la planète. Ça, c'est un travail qui est effectué sur Terre quotidiennement par les géologues, mais on ne sait pas ramener des échantillons de Mars pour l'instant. Donc il faut le faire sur place, et c'est pour ça qu'on envoie des rovers pour remplacer un petit peu les géologues de terrain à la surface de Mars. Voilà les 3 générations de rovers envoyés par la NASA, l'Agence spatiale américaine, en démarrant avec le petit Sojourner, poids de 12 kg, seulement 2 instruments. En fait, c'était un rover de démonstration, il tiendrait sur une table. Puis en 2004, sur la gauche de l'image, vous avez Spirit et Opportunity. Là déjà, on a 5 instruments, c'est déjà un petit laboratoire avec un poids total de 185 kg. Et puis à droite, Curiosity, envoyé en 2012, qui est sur Mars depuis près de 8 ans. On a un poids total de 900 kg, c'est une petite voiture, avec 10 instruments de 70 kg en tout. En fait, un rover, plus il est gros, plus il permet d'emmener des instruments. En quelque sorte, un rover, c'est comme une voiture, plus il est gros, plus il peut y avoir de passagers. Voilà Curiosity avec un schéma de différents instruments, ils n'y sont pas tous. On va s'intéresser progressivement à comprendre comment on utilise ces instruments. Tout d'abord, il y a un petit peu les yeux du rover, qui sont Mastcam, la caméra à couleur, et ChemCam, la caméra chimique, qui tire au laser et permet d'avoir la composition chimique. On va en reparler dans une minute. Ces instruments permettent d'avoir des informations de la roche sans bouger, sans que le rover ait à s'approcher. Ensuite, quand on est convaincu de l'intérêt d'une roche, on va utiliser le bras, avec d'autres instruments, dont un microscope, et puis des outils, comme la foreuse, la brosse, le tamis. La foreuse va découper un morceau de roche, le transformer en poudre, et l'envoyer dans le laboratoire de bord, où il y a les 2 gros instruments, SAM et Chemin. C'est écrit chemin, mais se prononce Chemin, parce que ça veut dire Chemistry and Mineralogy, en anglais, qui s'occupent d'analyser la minéralogie et la chimie des roches, en détail, dans le laboratoire au sein du rover. Voilà ChemCam, un instrument franco-américain qui a été conçu en partie à Toulouse. Au premier plan, notamment, c'est la partie qui se trouve sur le mât du rover. Regardez, l'ouverture circulaire correspond à l'ouverture circulaire qu'on voit au sommet du mât du rover. C'est assez gros, ça fait presque 50 cm de longueur. À l'intérieur se situe le laser et un système optique qui focalise la lumière. Ce laser nous permet d'avoir des informations sur la chimie de la roche. Vous voyez à gauche une image avant et après un tir laser. Cela permet d'en déduire des informations sur les éléments chimiques, par exemple le calcium, le fer, le soufre, et donc sur la nature de la roche et de comprendre son origine. Voilà un exemple de tir ChemCam sur une veine de gypse. Nous voyons les tirs par ces petites cavités sur la roche. La composition était différente entre les zones claires et les zones noires. Les zones noires étant des cristaux contenant beaucoup de fer, de l'oxyde de fer. Ce sont des observations qui nous permettent de reconstruire la formation de cette roche. Voilà maintenant les outils. La brosse. La brosse, en fait, fait une rotation qui permet de nettoyer la surface. Alors, pourquoi nettoyer la surface de Mars? Mais regardez, c'est que la surface de Mars est très poussiéreuse. Il y a toute cette poussière orange qui permet de voir quand on enlève que la roche en dessous, elle est souvent grise. Elle n'est pas de la couleur de ce qu'on voit à la surface. En fait, la couleur orange de Mars, elle est dominée par cet oxyde de fer qui est en surface, qui donne cette couleur orange, mais qui n'est pas la couleur de la roche qui est en dessous. En fait, si on dépoussiérait toute la planète, on verrait que la planète est plutôt grise et noire, plutôt que orange. Voilà la foreuse, qui permet de faire des
cavité à l'intérieur de la roche. La foreuse, c'est un petit peu une grosse perceuse qui fonctionne comme une perceuse sur Terre, c'est-à-dire en rotation et percussion. Elle tourne. Elle fore à peu près 5 à 6 cm dans le sol, avec une taille d'environ 1,5 à 1,6 cm de diamètre. C'est donc tout petit, mais c'est suffisant pour extraire de la poudre de roche qui va alimenter le laboratoire de base. Voilà un exemple de fonctionnement de la foreuse. La séquence en fait dure près d'1 heure, mais elle est reproduite ici plusieurs fois, avec quelques images. Vous voyez qu'il y a beaucoup de vibrations, c'est pour ça que le sable qui est juste à côté en dessous est déstabilisé, il glisse. Et voilà un gros plan sur le carottage, c'est-à-dire sur la cavité qui a été faite par la foreuse. Regardez la taille, c'est 1,6 cm de diamètre. C'est à peu près la taille d'une pièce d'un euro, c'est tout petit. Et vous voyez qu'on a la précision pour tirer au laser à l'intérieur, puisque les petits points noirs correspondent à des tirs laser ChemCam. Voilà un exemple de résultat que Curiosity a permis de mener à la surface de Mars. Regardez les carottages. Grâce aux 2 carottes, on a pu obtenir la minéralogie, la texture des sédiments qui ont été observés. Ce sont des sédiments lacustres, déposés dans un niveau d'eau liquide, qui contiennent des minéraux argileux, qui eux aussi nécessitent de l'eau liquide pour se former. Cela, on a pu en déduire qu'à cet endroit-là, sur Mars, qui est actuellement un désert, on avait un lac qui pouvait périodiquement s'assécher, mais qui montre qu'on avait de l'eau liquide à la surface de Mars, sur une période assez longue, ce qui est absolument impossible aujourd'hui, puisque les températures sont beaucoup trop froides pour qu'il y ait un lac à la surface de Mars. Pour le moment, on a essayé de savoir ce que faisait le rover à la surface de Mars. On n'a pas essayé de comprendre comment. Maintenant, on va essayer de comprendre comment toutes les informations, toutes ces analyses sont faites avec le rover. Comment est-ce qu'il est guidé? Prenons l'exemple de cette image. On voit la zone d'atterrissage sur la gauche. On peut suivre le trajet du rover en suivant les traces de roue. Le voilà, le rover, c'est le petit point blanc qui se situe à l'intersection entre les terrains clairs et les terrains orange. Cette distance de 400 mètres a nécessité plus de 100 jours de travail. Pourquoi? Parce que le rover, il ne va pas faire 400 mètres d'un coup. Il va s'arrêter, analyser des roches, repartir, faire un carotage. Tout cela va prendre du temps. Et en plus, le rover n'est pas téléguidé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le guider comme une voiture qu'on aurait sur le terrain. On est obligé de le guider une seule fois par jour, parce que entre Mars et la Terre, il y a une distance qui fait que la communication ne peut pas se faire en quelques secondes. En fait, la durée des communications dépend de la position des planètes. Vous savez que la Terre est éloignée de 150 millions de kilomètres du Soleil. Mars est un peu plus loin, avec 228 millions de kilomètres en moyenne, et du coup, la distance entre la Terre et Mars varie. Cette distance fait que l'information, la communication entre les deux planètes est de plusieurs minutes. Par exemple, elle est de 6 minutes lorsque la Terre et Mars ne sont pas trop éloignés. Cette communication peut être de 12 minutes quand elle commence à s'éloigner. Puis, quand elles sont vraiment à l'opposé, c'est une communication qui va prendre plus de 20 minutes. Donc, c'est absolument impossible de téléguider un rover. Il faut le programmer pour toute une journée. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à la fin d'une journée? C'est que le rover qu'on voit en bas à gauche va utiliser ses antennes pour envoyer ces données qu'il a accumulées pendant toute une journée. Il va les envoyer à un orbiteur, une sonde qui se trouve en orbite, qui elle-même va les renvoyer à la Terre, à ces radiotélescopes qui écoutent le ciel, qui écoutent toutes les sondes qui sont dans le système solaire. Et ces données vont ensuite être envoyées dans les centres spatiaux, en l'occurrence à la NASA, qui va ensuite nous les transmettre dans chaque laboratoire. Ceci prend à peu près une demi-heure, 40 minutes selon les jours, et c'est un passage obligé. Du coup, une journée de travail martienne se fait de telle manière que le rover travaille de jour. En effet, il n'aime pas travailler la nuit parce qu'il fait froid autour de moins 80 degrés, et c'est surtout du métal, le rover. Du coup, les instruments ne peuvent pas fonctionner à cette température. Il est plutôt prévu pour fonctionner à moins 20 degrés, qui est la température habituelle d'une journée sur Mars.
Et puis, le soir, il envoie ces données donc, par le trajet qu'on vous a expliqué, à travers les orbiteurs et les radiotélescopes. La NASA reçoit ces données et les formate automatiquement à toutes les équipes instrumentales. Tous les chercheurs peuvent avoir accès à ces données. Tout ça prend environ 1 heure. Puis ensuite, pendant la journée de travail, les équipes scientifiques se réunissent en réseau, au téléphone, avec des ordinateurs. Il y a jusqu'à 60 à 80 personnes qui sont présentes pour pouvoir travailler avec le rover, pour à la fois analyser les nouvelles données, préparer les activités et les programmer. Pourquoi il faut autant de monde? Parce qu'il y a plusieurs instruments, parce que le rover a besoin d'ingénieurs pour savoir s'il est en bonne santé, et parce qu'il y a besoin de plusieurs scientifiques pour essayer de décider quel travail il y a à faire telle journée. Donc tout ça prend à la fois du temps et du temps à beaucoup de monde. Et puis à la fin de cette journée de travail, on renvoie les données au rover qui va effectuer sa journée de travail, lui, à la surface de Mars. Donc en fait, pendant que le rover fait sa journée de travail, les scientifiques dorment, et puis pendant que les scientifiques travaillent, c'est le rover qui dort. Voilà un exemple de discussion qu'il peut y avoir dans une journée de travail pour essayer de programmer le rover. C'est que quand on a un panorama comme ça, on est intéressé par étudier certaines formes de terrain, certaines roches, comme on le voit sur les flèches, ou le sable qui est présent entre les roches. Vous voyez aussi que s'il faut faire des traversées pour aller à un autre endroit, ça peut être assez périlleux, il y a des gros rochers, il y a du sable, il faut éviter tout ça. Parfois, il y a pu y avoir des discussions pour traverser des endroits intéressants, mais qui nécessitaient un petit peu de prendre des risques. Voilà une dune d'1 mètre de haut, où le rover a pu passer assez facilement, parce que la dune était stabilisée, le sable n'était pas mou. Mais parfois, on a moins de chance. Voilà l'exemple d'une traversée qui s'est finie dans le sable et qui a failli ennoyer le rover. Heureusement, il y a un système de protection qui fait que le rover s'arrête lorsqu'il voit qu'il glisse trop. Et donc, ce système de protection a beaucoup servi ce jour-là, puisqu'on a pu repartir le lendemain. Une fois que les dégâts ont été observés, on a pu repartir en sens inverse dans les traces du rover. Alors, une question que vous vous posez sûrement tous, c'est comment sont pris ces selfies qui sont très jolis, où on voit le rover comme si on était à l'extérieur, le rover à la surface de Mars. Alors en fait, c'est pas un selfie qui est obtenu en une fois, c'est une somme de plein d'images. Regardez par exemple, l'image de gauche, c'est une image prise par la caméra Mali, celle qui est sur le bras du rover, qui a pris là le sommet du rover, le mât, avec l'instrument ChemCam et les 2 caméras Mastcam. En réalité, il y a plus d'une centaine d'images qui sont assemblées, un petit peu comme le montre ce puzzle, qui sont assemblées pour faire une mosaïque qui est un selfie. Donc le selfie, ce n'est pas une seule image, c'est une mosaïque de plusieurs images. Et cette mosaïque, elle est prise grâce à la caméra Mali qui est au bout du bras, qui est à cet endroit-là précis. Et voilà un petit film, accéléré 100 fois, qui montre le mouvement du bras, on peut appeler la danse du bras, pendant que la caméra Mali prend toutes les images nécessaires à faire le selfie, à faire la mosaïque d'images. Voilà donc comment on travaille avec le rover. Voilà comment, depuis 2720 jours martiens, le rover a fait 25 km de traversée et analysé 2500 roches. En fait, le rover Curiosity, c'est un géologue de terrain robotisé, mais qui est programmé tous les jours, depuis la Terre, par les scientifiques. Il nous reste à parcourir quels seront les prochains rovers sur Mars, en particulier le rover ExoMars, qui est un rover européen, conçu par l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Son décollage est prévu en 2022, et sa particularité, c'est d'avoir un forage qui est plus profond, presque 2 mètres, ce qu'on espère en tout cas, qui va pouvoir aller forer les roches plus profondément que l'a fait Curiosity. Et puis le prochain rover à décoller, ça sera en juillet prochain, c'est le rover américain de la NASA qui s'appelle Perseverance. Vous voyez, il ressemble complètement à Curiosity. Là, il est dans la salle de montage de la NASA. Vous voyez, c'est plein d'électronique compliquée parce que le rover, c'est beaucoup d'instruments et beaucoup de techniques derrière. C'est aussi très grand. Vous voyez que le sommet du mât est à près de 2,50 m.
Et si vous voyez la personne à droite, elle est habillée comme ça, pas pour se protéger, mais pour protéger le rover, parce qu'on ne veut surtout pas emmener de bactéries à la surface de Mars, puisque les rovers font partie ont des instruments qui essayent de découvrir s'il y a des molécules organiques, s'il y a de la vie, et donc de ramener de la vie terrestre, ce serait un peu ballot. C'est pas ce qu'on veut, et donc il faut protéger au maximum le rover de toute bactérie terrestre qui pourrait polluer la surface de Mars. Le rover Perseverance sélectionnera des échantillons. Cette fois-ci, il ne fera pas des pots d'échantillons, mais vraiment des carottes de roche pour qu'elles soient ramenées, ces carottes, un jour sur Terre. Ce n'est pas le rover qui va les ramener, évidemment. Ce sera une autre mission avec une fusée, et ça sera vers la fin des années 2020. Le rover aura également un drone, qui est appelé hélicoptère par les Américains, et qui accompagnera le rover, qui sera une démonstration technologique, puisque c'est quelque chose qui n'a jamais été fait sur Mars, et qui sera là pour essayer d'apporter des informations sur les terrains que le rover ne pourrait pas avoir depuis la surface. Donc en résumé, un rover c'est un laboratoire mobile avec des instruments qui analysent la composition des roches pour en comprendre l'origine. Le rover il est programmé tous les jours par des dizaines de personnes, mais il effectue ses journées de travail de manière autonome. Et le prochain rover à partir pour Mars, c'est le rover Perseverance qui décollera en juillet 2020 et arrivera sur Mars en février 2021. Voilà, je vous laisse avec ces quelques liens utiles où vous pouvez retrouver des images et des informations sur ce dont on a parlé dans cette petite leçon. Et je vous retrouve dans une autre leçon qui sera intitulée « Les astronautes sur Mars, c'est pour quand ?»